Ravi de vous accueillir, ravi de vous retrouver toujours en direct du Mondial de l'Automobile, Hall 3, la grande scène, Mobility TV, Reuters TV également qui nous accompagne, diffusé dans le monde entier, puisque c'est le Mondial de l'Automobile en effet, avec une nouvelle table ronde. Nous sommes là chaque jour, vous le savez, entre 13 h et 16 h. Et cette table ronde, elle va intéresser énormément de monde, évidemment les professionnels de la mobilité, de l'automobile, mais également le grand public, car il s'agit des batteries quand on parle d'énergie, que ce soit les mouvements sociaux autour des carburants, mais aussi tous les possibilités, toutes les alternatives qui sont proposées. Les batteries, c'est quelque chose qui est important. Quelle batterie en 2035 ? C'est la question et les réponses que nous allons avoir avec nos invités qui sont là. Ils sont nombreux, mais je vous les présente. Les 5 sont là. Sébastien Patou, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes là pour le CEA, évidemment. Tout à fait. Donc on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le chef du service technologie. Juste à vos côtés, c'est Yann Lahotte. Bonjour, le vice-président de la stratégie du marketing ACC. On est bien d'accord. Vous me dites, hein, si j'ai bon, n'hésitez pas. Mais jusque-là, je pense que c'est parfait. N'hésitez pas à prendre votre micro pour qu'on puisse vous entendre quand vous vous exprimez. Anna Tessot est avec nous. Bonjour, vous êtes la directrice marketing de Verkor. Oui, soyez bonjour. la bienvenue. À vos côtés, nous avons également Brigitte Robert. Bonjour, vous êtes la vice-présidente et responsable marketing de Nawa. Bonjour. Soyez la bienvenue. Et à mes côtés, Eric Espérance. Bonjour, associé Bonjour. du cabinet Roland Berger. Vous allez avoir des prises de parole qui vont être denses et c'est ça qui va être intéressant. Avant de parler des performances des batteries, quelles seront les autonomies, les batteries de 2035. J'aimerais juste qu'on évoque avec nous les représentants notamment des futurs Gigafactory et Verkor et ACC notamment. On peut commencer avec vous d'ailleurs avec Verkor. On peut commencer avec vous Anna Tessot justement pour que vous nous expliquiez votre positionnement sur la fabrication non pas des batteries de demain mais des batteries d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Verkor est né pour mettre ses cellules sur le marché le plus vite possible. Donc c'était une question d'arriver à temps pour prendre la vague de transformation du monde de la mobilité vers l'électrique et commencer en SOP, donc Start of Production 2025. On vient d'ailleurs de réaliser nos premiers échantillons à l'échelle, donc à Grenoble, lors de notre labo R&D de prototypage, et qui est au sein d'une usine pilote qui va être un peu le miroir pour tester les innovations produits et process avant l'implémentation en Gigafactory. Et vous fournissez notamment Renault chez Verkor. Tout à fait. C'est ça. Renault est notre premier customer. Chez ACC, Yann Lahotte, là aussi, vous, c'est plutôt Stellantis par rapport au livrable. Stellantis et Mercedes. Et Mercedes, absolument. Et même démarche, même vision des choses que votre consoeur. Oui, et aujourd'hui, le point fort d'ACC, c'est que nous avons quitté le stade, on va dire, PowerPoint et démonstrateur. La première usine est sortie de terre. Elle est complètement construite depuis 1 mois maintenant. Vous pouvez aller voir sur Internet les photos. On est en phase de réception des premiers équipements industriels et nous sortirons nos premiers livrables clients finaux, donc des batteries qui vont dans les véhicules, fin de l'année prochaine. Voilà, donc après 2 ans et demi de développement, on est à la phase industrielle maintenant. Brigitte Robert, on peut dire un mot de Nawa également sur votre positionnement. Après, on rentrera dans des termes un petit peu plus techniques, mais on va vulgariser pour que celles et ceux qui sont avec nous et qui nous regardent puissent tout comprendre. Donc en fait, Nawa Technologies, c'est une société française basée à côté d'Aix-en-Provence. Et notre savoir-faire, en fait, c'est de faire pousser des nanotubes de carbone. Donc c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu sur des feuilles de cuivre ou d'aluminium. Et en fait, la combinaison de ces nanotubes avec le cuivre, c'est un des éléments fondamentaux du stockage de l'énergie. Ça s'appelle une électrode. Mais ça, voilà, c'est l'électrode. J'allais vous dire à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est exactement. C'est une électrode. C'est une électrode, effectivement. D'accord. C'est capital dans la batterie, on est bien d'accord. C'est un des fondamentaux, oui. Évidemment, c'est fondamental et on parlera tout à l'heure des alternatives au nickel également qui va disparaître dans les batteries, mais c'est assez intéressant. Juste un petit mot avec Eric Espérance. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, je le sais, au cabinet Roland Berger. Non, on en a discuté tout à l'heure en coulisses. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de la batterie d'aujourd'hui et de la batterie de demain par rapport aux performances et par rapport à l'implication de la batterie dans les véhicules, dans cette incrémentation qui sera celle des voitures qui vont très très vite arriver à l'aube de 2035.
Oui, effectivement. Alors, nous, chez Lamberger, on fait beaucoup d'études prospectives pour essayer de comprendre en fait où va le marché, c'est-à-dire aussi bien en termes de volume qu'en termes de valeur et en termes de technologie. Donc, si maintenant on essaie de se projeter sur la batterie de demain, c'est-à-dire en 2035, à quoi elle ressemblera, eh ben, elle va équiper une voiture dont on lui demandera à cette voiture de faire 1000 km d'autonomie. Aujourd'hui, on est plutôt sur 330, 350. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les densités d'énergie qu'on va incorporer dans nos batteries vont être 2 à 3 fois plus élevées. La deuxième chose qu'on va lui demander, c'est une capacité de recharge et de décharge, enfin décharge, on s'en fiche un petit peu, mais recharge plus rapide, puisqu'aujourd'hui on est sur une maille de l'ordre de l'heure. En fait, il faudra qu'on aille en dessous des 10 minutes. Ça, apparemment, c'est une grosse demande en fait du marché. Et la troisième, en fait, c'est le prix. Aujourd'hui, on est sur des ranges, sur des zones de prix qui sont autour de 130 $130 du kilo. Il faudra descendre en dessous de 75. Donc voilà, on a à peu près trois données qui sont à peu près convergentes là-dessus. Le deuxième point que je voudrais en fait souligner, c'est en termes de matière, d'utilisation de matière. On sait qu'au rythme où on continue, on aura en 2035 à faire environ 67 millions à 70 millions de véhicules électriques. Ce qui veut dire qu'en fait le nombre de batteries va être colossal. Et l'utilisation en fait de nickel et de lithium dans ces conditions-là, si on ne change pas de technologie, rendra en fait la production de ces batteries impossible. Puisque si on continue avec les mêmes technologies et sans utiliser le recyclage, à partir de 26-27, on ne peut plus faire de batteries parce qu'on n'a pas assez de nickel. Et à partir de 2030, on n'a plus assez de lithium. Exactement. Sébastien Patou, je vous cède la parole maintenant par rapport au CEA. Quelles sont les attentes notamment des constructeurs, des clients aussi, des automobilistes, mais des constructeurs par rapport aux performances des batteries et à quelles normes ces batteries doivent correspondre pour que justement on soit bien dans les clous en 2035? Alors, tout d'abord, le CEA, donc nous, ça fait 30 ans qu'on est sur les batteries au lithium et toutes les déclinaisons. Au CEA à Grenoble, essentiellement, on a des installations qui nous permettent d'adresser à la fois le temps court en support de nos partenaires, le temps intermédiaire et le temps plus long. Donc le temps plus long étant avec plutôt des partenaires fondamentaux, la recherche académique française, CNRS ou à l'extérieur en Europe et dans le monde. Le temps intermédiaire, il est un peu entre les deux. Il est en support de l'industrie, mais avec un temps du coup un peu plus long. Et donc là, on s'inscrit aujourd'hui sur des thématiques à la fois de plus densité d'énergie pour rejoindre les propos qui ont été dits, parce qu'il y a cette partie d'attente, toujours augmenter l'autonomie, mais il n'y a plus que ça aujourd'hui. Il y a vraiment une autre tendance qui est une tendance à être un peu de plus vers la sobriété, en tout cas en tenant compte de la matière première, des matériaux critiques notamment. Vous avez cité le lithium, le nickel. On peut également citer le cuivre, le cobalt également, forcément même en premier lieu. Et donc l'idée est de trouver des alternatives à ces matériaux, à ces solutions. Et donc on va traiter sur des matériaux à base de fer ou d'autres technologies sans ces matériaux critiques. Voilà, parce qu'il faut préciser que le nickel va disparaître. Alors il ne va pas disparaître, il y en a beaucoup. Dans les batteries. Alors, le nickel, d'ailleurs, comme le cuivre, on en utilise dans les batteries, mais on en utilise beaucoup en dehors des batteries. Donc ça, c'est une problématique. Le lithium et le cobalt, on en utilise essentiellement pour les batteries. Leur premier marché, c'est la batterie. Le nickel, il va en rester. Le lithium, il en reste. Tout va dépendre également le taux de pénétration, la vitesse de pénétration des batteries, et donc l'apport de ces matériaux-là et de toute la filière à mettre en place de minage jusqu'au recyclage. Et donc le recyclage, à terme, peut nous aider à boucler la boucle, mais pas pour le ramp-up. Le ramp-up, il faut trouver des alternatives, diminuer les teneurs en cobalt, diminuer les teneurs en nickel quand c'est possible, aller sur des alternatives. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on regarde sur le plus long terme sur d'autres matériaux. Très intéressant. Anna Tessot, étant donné que demain, après-demain, il n'y aura plus que des voitures qui fonctionneront avec des batteries, avec l'électrique. Comment vous devez, vous, intervenir à votre niveau pour que ces batteries soient parfaites, qu'elles soient propres, bien évidemment, et qu'elles fassent fonctionner les véhicules? Quelles sont les attentes à la fois des constructeurs, mais également des automobilistes par rapport à la batterie? Bien sûr. Il y a un mot clé que Sébastien vient de mentionner, c'est le mot sobriété. Donc je dirais que de plus en plus, on s'oriente vers des batteries qui sont plus abordables, un peu plus petites, et du coup facilement rechargeable. Je pense que la charge rapide, c'est un des éléments clés qui vont accompagner cette transformation. Et donc on voit beaucoup de candidats
technologiques possibles. On reste à l'écoute et on envisage tous les voies possibles. Mais par exemple, par rapport à une technologie tout solide, qui est celle dont on parle beaucoup, il faudra bien veiller côté charge à ce que la charge rapide reste tout aussi possible dans ce nouvel environnement. Un deuxième aspect fondamental, c'est la partie donc variété, résilience, matière active. Donc on regarde aussi toutes les familles de cathodes ayant moins de cobalt, ayant moins de nickel. Mais un élément clé, c'est de préparer l'avenir en qualifiant de la matière entrante recyclée. C'est ça qui change complètement et qui est transformé en 2035. C'est le fait qu'on commence à pouvoir boucler réellement en économie circulaire et alimenter notre fabrication par un approvisionnement en cellules end-of-life qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc là, c'est véritablement important d'avoir aussi une collaboration foncièrement très productive avec les clients qui poussent les voitures, les batteries end-of-life vers la fabrication. Un dernier élément fondamental, c'est l'énergie, c'est-à-dire quelle énergie va être employée pour la fabrication de nos batteries. Donc aujourd'hui, on a choisi le site de Dunkerque parce qu'il nous donne accès à un réseau de chaleur fatale généré par nos voisins qui ont des entreprises très énergivores, type fabrication de l'aluminium. Donc vous récupérez l'énergie des voisins? On récupère l'énergie des voisins avec une empreinte CO2 nulle et une très bonne compétitivité parce que monsieur a raison, l'aspect coût est fondamental. Et aujourd'hui, voici, c'est un sujet particulièrement sensible, celui d'être résilient vis-à-vis de nos sourcing énergie. Yann Lahotte, la batterie idéale en termes d'autonomie, est-ce qu'on peut l'atteindre? Et pour vous, ce serait quoi? C'est-à-dire qu'une batterie peut être autonome. Là, je m'adresse au grand public. C'est pour le grand public. Une batterie dans une voiture peut durer pendant combien de temps? Alors, premier point, il n'y a pas de batterie idéale. Dommage. Désolé. C'est un bon arbitrage entre effectivement une grande autonomie pour pouvoir faire de grands trajets, une capacité de recharge rapide, une véritable sobriété énergétique dans la fabrication de cette batterie, la bonne consommation, la bonne utilisation des métaux, et aussi sa capacité à être recyclée en fin de vie, de façon à ce que le lithium, le cobalt, le nickel qui ont été utilisés à l'origine puissent être réutilisés à nouveau dans une deuxième batterie. Et donc, combinant tous ces paramètres, eh bien, il n'y a pas de batterie idéale. Les batteries à base de fer phosphate sont bien en termes de coût pour les utilisateurs, et donc sur des véhicules sans doute petite autonomie, entrée de gamme, ça sera une bonne solution. Sur des véhicules, on va dire moyenne gamme ou haut de gamme, avoir des technologies à base de nickel, manganèse, cobalt sera sans doute plus pertinent. Voilà, donc le choix de la taille du pack, le choix de la technologie sera clairement un choix des constructeurs auto, en lien avec les compétences des fournisseurs pour trouver le bon optimal pour chaque client. Bien sûr. Donc il y a, Brigitte Robert, des technologies qui sont en concurrence, en quelque sorte. Elles ont été étayées, développées. Votre position, vous, par rapport à ça, quel serait votre conseil? Alors j'ai bien compris, il n'y a pas de batterie idéale. Sachez que je suis assez déçu quand même par cette réponse. Moi je m'attendais à trouver la panacée, mais les nôtres niveau qualité je respecte seront votre parfaites, réponse, Yann Lahotte, bien sûr, bien sûr. Mais je voulais le préciser quand même. Brigitte Robert, votre recommandation sur la batterie et surtout sur ces technologies qui sont en concurrence? Alors, nous, on voit différents types de batteries continuer à exister, à se développer. Et je n'ai pas la réponse là, si c'est une batterie liquide ou solide ou autre qui est la bonne solution. Disons qu'il va y avoir un choix naturel lié aux critères que vous avez nommés, c'est-à-dire les technologies liquides ou solides qui vont permettre d'assurer une charge extrêmement rapide. Ça va être un point vraiment discriminant. La capacité à adresser ce problème de matières premières, par exemple, vous l'avez dit, en trouvant aussi des matériaux alternatifs ou qui peuvent apporter quelque chose, nanotubes de carbone, ça peut être un exemple. Ça va aussi discriminer en fait les technologies. Donc aujourd'hui, celles qui vont rester, c'est celles qui seront rapides, qui vont limiter cette problématique de matériaux et aussi qui ont une vraie capacité à être industrialisées à grande échelle. Parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect économique. C'est un impondérable. Éric Espérance, connaissez-vous, parce qu'on parle de technologie, des technologies en concurrence et de batterie, connaissez-vous la technologie Solid State? Vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que c'est? Justement,
je m'étais dit, tiens, on n'y est pas encore arrivé. On y est là Évidemment, en fait, c'est la technologie dont on va parler maintenant, j'imagine. Puisqu'en fait, il y a deux grandes familles dans les batteries, celles qui sont en technologie solide, on va dire, solid state, et d'autres qui sont en technologie liquide. Aujourd'hui, on utilise plutôt les technologies liquides. Et en fait, c'est pratiquement toutes les batteries. Il existe des technologies solid state qui aujourd'hui ne sont pas tant utilisées dans l'automobile, elles sont utilisées pour des applications, je veux dire, robotiques. Mais quel est l'avantage pour l'automobile de la technologie Alors, solid state? Parce que notamment la marque Ford dit pouvoir atteindre cette technologie pour ses véhicules en 2025. Alors ça, notre avis personnel, c'est que, enfin, mon avis personnel, c'est qu'en fait, c'est un effet d'annonce. Avant d'avoir, ce n'est pas possible. je dis pas que c'est pas possible, mais c'est assez compliqué de faire, dans le cadre en fait des marchés automobiles, une batterie solid state en 2025. D'ailleurs, ils le font pas eux-mêmes. Ils s'appuient sur un partenaire qui s'appelle Solid Power. Il en existe d'autres, mais obtenir en 2025, c'est-à-dire on a aujourd'hui, on est en 22, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de monter en fait la chaîne et d'avoir en fait ces produits prêts en 2025, ça nous paraît assez utopique. Dans le meilleur des cas, nous on voit la solid state arriver, probablement pas avant 28, parce qu'il y a encore quand même d'énormes problèmes à régler. Après, les avantages sont indéniables, c'est beaucoup plus de compacité, c'est plus safe. C'est des taux de charge, décharge, en fait on peut charger beaucoup plus rapidement. Bon, après, quand on dit solid state, soyons puristes, c'est pas complètement solide. Il y a un tout petit peu de liquide encore un peu. Très bien. Alors justement, est-ce que demain, toutes les batteries, Sébastien Patou, seront solid state? Est-ce que c'est le chemin qu'il faut emprunter et qu'il faut suivre? Alors, tout d'abord, le solid state, il y a un continuum vers le solid state. Ce n'est pas que du liquide et du solid state. Il y a tout un intermédiaire. Vous avez parlé un petit peu liquide. Et on a tout le continuum entre un peu complètement liquide et complètement solide. Il y a les technologies hybrides polymères, par exemple, qui sont des technologies intermédiaires qui finalement sont à cheval entre des avantages et des inconvénients. Vraiment une solution intermédiaire qui va prendre sans doute beaucoup de parts de marché dans le moyen terme. Sur le long terme, je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que le solid state, le jour où on arrivera à le faire, et à condition qu'on ait augmenté les performances et augmenté la sécurité, ça reste à prouver. Sur le papier, c'est le cas, mais encore faut-il le prouver sur une technologie fonctionnelle. Et en ce moment-là, on pourra voir, mais le marché décollera. On aura forcément dans les 10-15 prochaines années encore des solutions qui ressemblent à celles d'aujourd'hui sur le marché. Et donc, peut-être que 2030 et autour de 2030, on aura des parts de marché qui commenceront à être prises par une technologie solid state, par exemple. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres alternatives, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui ne soient pas solid state et qui soient plutôt plus sobres. Solid state, c'est la nature d'électrolyte. On a parlé également tout à l'heure du nickel, de cobalt, ça c'est la nature d'électrode positive. C'est ça qui nous chagrine aussi d'un point de vue commercial. Donc, il n'y a pas que le solid state. Le solid state, c'est un élément, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont faites, ça draine beaucoup de recherches, beaucoup de fonds également qui sont mis dessus. Voilà, ce n'est pas la solution. Yann disait tout à l'heure, il n'y a pas une solution idéale. Le solid state sera peut-être pas une solution idéale, mais en fonction, et là je rejoins ce que vous disiez côté Nawa Technologies, évidemment, heureusement, le marché à venir, il est énorme. Le marché à venir, il va laisser la possibilité à différents fournisseurs d'accumulateurs, à différentes technologies, finalement, d'alimenter différents marchés. D'accord. Donc, pour bien comprendre, Yann Lahotte, les batteries que vous fournissez à vos clients, notamment aux véhicules Stellantis et Mercedes, j'ai bien retenu, c'est quel type de batterie? Encore une fois, ce n'est pas une batterie unique. C'est au cas par cas. Ça dépend des véhicules et peut-être de la demande également du constructeur. Donc réponse oui, chaque véhicule, chaque fournisseur, enfin chaque client a sa propre demande et nous travaillons en lien avec eux pour vraiment customiser les cellules et les modules par rapport à leurs besoins. En termes de technologie, nous avons fait nous à ACC un choix qui est donc le lithium-ion génération actuelle, dit liquide, avec une cathode dite nickel, manganèse, cobalt. Pourquoi? Alors, expliquez justement les cathodes, parce qu'il y a les anodes et les cathodes. Pour celles et ceux qui nous regardent, je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire. Bien. Une batterie, c'est 3 composants essentiellement. Une partie dite négative, où il y a du lithium, c'est ce qui contient l'énergie. Une partie positive, la cathode, c'est là que le lithium va venir se déplacer en donnant son énergie. Et entre deux, il y a un séparateur / électrolyte qui va être le milieu dans lequel le lithium migre.
un grand écart entre, on va dire, les batteries dites liquides, c'est que ce milieu-là est légèrement humidifié et les ions lithium se déplacent facilement dans ce milieu-là. Le passage au tout solide rend la mobilité ion lithium beaucoup plus compliquée. Ce qui veut dire, typiquement, pas de fast charge. Néanmoins, tout le monde travaille dessus pour être capable de développer cette technologie à terme. Si on passe au solid state, ça ne changera pas le fait qu'il y a une négative et une positive. Donc, un des grands enjeux pour les fabricants de batteries que Verkor et ACC nous sommes et tous les autres, c'est de réduire la quantité de lithium requise pour être efficace et de choisir les bons composants à la borne positive pour être compétitif. Pourquoi? Et là, je m'adresse au public devant moi. L'enjeu numéro 1 de la voiture électrique, c'est le coût d'achat. Et donc, pour nous, constructeurs, notre objectif permanent, c'est d'avoir à l'esprit les moyens financiers de nos clients terminaux pour l'achat de la batterie. Et là-dessus, nous faisons un pari, c'est que le nickel, le manganèse et le cobalt sont des bons choix économiques du point de vue ratio, autonomie, performance, sécurité, etc. Et que demain, nous saurons recycler les métaux de façon à avoir une boucle vertueuse et un prix contrôlé pour le client. Anna Tessot, si le coût pour le grand public, effectivement, le coût de la voiture électrique est impacté évidemment par la batterie, ça représente combien la batterie justement dans le prix d'une voiture? Je dirais à peu près grosso modo un tiers, donc c'est une partie extrêmement importante. Évidemment. Et c'est exactement cette valeur si importante qu'il faut localiser en France. On a beaucoup parlé technologie, mais j'aimerais bien parler filière batterie en 2035. Que sera cette filière? Et je pense qu'une partie, de plus en plus, les mines sont où elles sont, donc ça on peut pas trop forcer la Terre à du changement. Par contre, la transformation de ces matières peut être ramenée en France ou en Europe, et ça fait partie du DNA de Verkor, d'attirer ses fournisseurs dans le bassin, et il y a certainement un triangle au nord de la France. Et il y a donc une économie qui est faite aussi. Tout à fait. Donc un côté économique en ça, un côté important de porter la valeur, porter les emplois en local, et structurer la filière, shape dans le sens anglais, pour être sûr que ces acteurs viennent et se localisent à côté. Et puis dernièrement, un côté efficacité dans la production. Parce que c'est une industrie relativement jeune. Aujourd'hui, les efficacités usines, elles sont loin de ce qu'on peut voir dans l'industrie des semi-conducteurs, par exemple. Donc c'est vraiment ça qui était dans la conception de Verkor, c'était créer dès le départ une équipe digitale qui travaille toute la partie Smart Factory, qui travaille le potentiel d'amélioration tout au long du process de fabrication pour que l'efficience soit avant tout dans la production et donc que toute la matière entrante, en tant que possible, soit transformée en matière utile dans des cellules qui sont qualifiées, qui sont bon niveau, qui ne sont pas éliminées dans des... Voilà, parce que pas au très niveau qualité. Et dans ce cheminement, Brigitte Robert, comment Nawa intervient? À quel moment dans cette chaîne de fabrication, de production et dans cet écosystème vous intervenez? Alors, comme je l'ai dit au début, Nawa est une société française. Oui. On en est très très fiers. Nous avons donc un site industriel dans le sud, donc ça répond aussi à la remarque de Verkor. On parle de matériaux, et de souveraineté finalement. Aujourd'hui, on est sur des produits, on utilise du carbone, c'est accessible, c'est abondant. On peut en trouver aussi chez nous, quoi. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de développer une technologie qui soit localisée en France, avec des matériaux abondants et des projets évidemment de grandir. Et répondre à toutes les demandes, effectivement, puisque vous intervenez en tant qu'intermédiaire pour la fabrication des batteries sur votre périmètre. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Donc on va les supporter en termes de R&D pour faire un certain nombre d'innovations et de recherche et développement. Effectivement. Le temps qui nous est imparti va s'achever dans quelques instants. Je vais vous laisser le mot de la fin. Et Eric Espérance, on va sortir un petit peu du côté expert ou du côté technique, mais on va ouvrir pour que celles et ceux qui nous regardent aussi comprennent véritablement, c'est que demain, la batterie sera incontournable. C'est-à-dire qu'il y a d'autres alternatives quand même aux voitures thermiques. Il y a beaucoup de choses, il y a l'hydrogène, on parle de beaucoup d'autres possibilités. Mais pour vous, c'est l'électrique, la batterie qui seront vraiment prédominants demain, à l'avenir, en 2034. Oui,
Oui. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de débat. En fait, la voiture électrique avec une batterie, elle va exister encore pendant une bonne trentaine d'années, pour des raisons assez simples, hein. L'hydrogène est une alternative intéressante, mais elle ne sera pas encore suffisamment peu chère. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, si aujourd'hui on investit autant dans des usines de batterie, c'est pas pour qu'elles durent 10 ans, c'est pour qu'elles durent au moins 30 ans. Donc à côté de ça, je pense qu'il y a tout un effort en fait sur l'industrialisation et C'est pour ça que les constructeurs investissent d'ailleurs Absolument. aussi et font beaucoup d'efforts dans la absolument. filière électrique. Et donc en fait, je pense que il faut avoir une réflexion vraiment européenne et s'inspirer en fait de ce qui se fait en Chine et aux États-Unis, où vous ne pouvez pas acheter une voiture si la batterie n'a pas été construite sur le sol américain, aux États-Unis, enfin nord-américain et en Chine. Donc je pense qu'on va arriver en Europe à avoir ça aussi pour aider en fait les filières européennes à créer en fait ces batteries dont on a tant besoin. Merci infiniment, merci à tous les 5, merci de nous avoir accompagnés pour cette table ronde autour des batteries, les batteries en 2035. Merci infiniment, merci de contribuer à tout cela et merci d'être venus sur notre plateau, la grande scène bien sûr.